Alors on avait été Mesakem, on a conclu un petit peu hier la raison profonde de Sfirat HaOmer, parce que effectivement quand on regarde la Torah elle dit pas pourquoi, comment, c'est quoi cette Sfira, c'est quoi ce décompte, quel est le but de ce décompte, rien, c'est rien marqué. C'est marqué Sfartem Lachem, Mimahorat HaShabbat, Shiva Shavuot Mimod, Fina V'choulé, rien, on ne dit pas qu'est-ce qu'on compte, pourquoi on compte, et quel est le but de ce compte. On a commencé à expliquer hier, par rapport au Mikrat HaChinour, que tout le lien du compte nous servait en vérité à nous préparer à Kabbalat Torah. Nous préparer de quelle manière? Mais mettre à faire un travail où il s'agit de sortir de ce mabat, ce regard chitsoni qu'on a du monde, et comprendre que dans ce monde, il y a quelque chose de plimi, qui est la présence d'Hachem. Et c'est pas un monde que tu regardes comme ça, qui te donne l'impression même que tout est starakol, que chitsoni, tout est plimi. Et ça, justement, c'est la notion de 7 x 7. 7 x 7, c'est rentrer dans le plimi de chaque notion. Donc chaque notion a 7 niveaux de plimiout. 7 niveaux de plimiout, et qu'on s'en rend dans chaque notion. Ça, c'est le show qu'on a fait la dernière fois. Maintenant, on essaie de comprendre encore une Nekuda. Ici, c'est marqué effectivement que nous comptons, mais on ne dit pas pourquoi. On ne dit pas qu'on compte pour Kabbalat Torah. C'est même pas marqué dans la Torah. Ça, c'est simplement les Mefarshim, les commentateurs qui nous disent que ce compte vient pour recevoir la Torah. Mais regardez dans la Torah, c'est pas marqué comme ça. Au contraire, on appelle même ça Sfirat HaOmer. On n'appelle pas ça Sfirat HaTorah. Si c'est le but, c'est pour la Torah. Il fallait me dire le compte pour la Torah. Même pas Sfirat HaOmer. C'est quoi Sfirat HaOmer? Sfirat HaOmer, c'était en vérité une offrande qu'on faisait à l'époque du Beth Amikdash, c'est-à-dire à l'époque au moment qu'il y avait le Pessah, par rapport à la nouvelle récolte, et qu'on amenait à ce moment-là la nouvelle récolte au Beth Amikdash. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle Sfirat HaOmer. Et le Homer, en plus, c'était l'offrande qu'il fallait offrir justement le lendemain de Pessah au Beth Amikdash, qui permettait maintenant toute la nouvelle récolte. Toute la nouvelle récolte. Le Homer là-bas, c'est Sfirat HaOmer. Le Homer lui-même, c'est pas Ma'achal Adam, c'est Ma'achal Behema. C'est le Ma'achal Behema, c'est ce qu'on donne à manger aux animaux. Ça, c'est ce qu'on devait amener là-bas. Quand on arrivait à Shavuot, c'est-à-dire le jour de Matan Torah, là-bas, on amenait même ce qu'on appelle Minchat Rita. Minchat Rita, c'est-à-dire le blé, Kemachal Adam. Alors là aussi, c'est une question. Alors, tu me parles de Sphira maintenant, par rapport à Matan Torah. Pourquoi tu me mets le dagesh, tu mets l'accent et le point sur l'offrande du Homer? L'offrande du Homer, c'est un détail. C'est un truc qui vient juste pour nous permettre maintenant la nouvelle récolte. Quel rapport ça avec Matan Torah? Quel rapport ça avec la Minchat Rita qu'il y avait à l'époque de Shavuot, Bichlal? Et que, à quel écart, que quand maintenant je te dis de te préparer pour recevoir la Torah, le nom que je vais donner à cette Sphira, qui est censée être la préparation pour Matan Torah, je vais l'appeler Sfirat HaOmer. C'est-à-dire que je prends comme point de repère le Homer, et pas la Torah comme j'aurais dû prendre, puisque le Torah, je fais une Sphira pour me préparer à la Torah. Donc mon point de repère, c'est la Torah, et pas le point d'où je démarre. C'est comme si maintenant je dis comme ça, tu pars de Marseille pour aller à Paris. Donc ton but, c'est d'arriver à Paris. D'accord? Maintenant, je veux dire comme ça. On va compter maintenant le temps que ça nous prend pour arriver à Paris. Maintenant, tu me dis non, c'est pas ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui t'intéresse? C'est que je veux savoir le temps que ça me prend de m'éloigner de Marseille. Qui raisonne comme ça? Qui est le cannibale qui raisonne de cette manière? Depuis quand? C'est comme si maintenant je vais te mettre un horaire. Maintenant, toi, tu vois l'horaire là-bas. Dans l'horaire, tu ne comprends pas. C'est un horaire de Mchouga. C'est bizarre cet horaire. Il ne me dit pas à quelle heure j'arrive à Paris. Il me dit simplement, oui, à quelle heure j'ai quitté Marseille. Mais il ne me dit pas à quelle heure j'arrive à Paris. Alors maintenant, tu demandes au chef de gare et tu dis, monsieur, vous ne me dites pas à quelle heure j'arrive à Paris? Mais ça ne vous intéresse pas, ça. Ce qui vous intéresse, c'est à quelle heure vous êtes parti de Marseille. Moi, je sais quand je pars de Marseille. Je m'en vais maintenant. Moi, je sais à quelle heure j'arrive là-bas. Là aussi, c'est pareil. La Torah, au lieu de m'expliquer où je vais avec mon compte, elle est en train de m'expliquer d'où je viens. Mais d'où je viens? Je sais d'où je viens. Maintenant, je démarre d'ici. Moi, je sais où je vais. Dans la vie, c'est comme ça qu'on raisonne. Dans la vie, quand par exemple tu dis comme ça, on va te parler de mariage dans la vie. On dit, écoute, mon coco, tu en as, je te marier, on va commencer les shidourim. Très bien. Alors maintenant, je m'attends à ce que tu m'expliques maintenant. Ouais, c'est quoi le shidour? C'est quoi le shidour? C'est quoi le mariage? Je ne parle pas de ça. De quoi il parle avec lui? Il lui parle de ce qu'il a aujourd'hui. Il dit, tiens, Baro aujourd'hui, tiens, Baro, un peu zazou sur les bords, ouais, tiens, tu avais ta tête, tu avais ta coupe, etc. Tu as un problème à ce niveau-là. Je dis, mais attends, mais voilà, ça va, je sais ce que je suis, je me regarde dans la glace, je sais quoi je ressemble. C'est vous qui êtes en train de vous m'avez parlé de mariage. Alors, explique-moi, c'est quoi le mariage? Je peux pas te parler de ça encore. Pourquoi c'est comme ça? Où est-ce qu'on a une référence dans la Torah de ce raisonnement que je suis en train de dire? La référence dans la Torah du raisonnement que je suis en train de dire, c'est Abraham Avinu. Akadosh Baruch Hu, à un moment donné, il vient voir Abraham Avinu. Une fois qu'Abraham Avinu l'a cherché, a cherché Akadosh Baruch Hu pendant des années, ça a duré, c'est depuis 3 ans, jusqu'à l'âge de 40 ans qu'il a découvert Hachem. 37 ans de recherche, c'est des recherches les plus longues du monde. Et il a découvert Hachem. Hachem se dévoile à lui. Il a fait mot. La première épreuve qu'Hachem lui donne à Abraham Avinu, une fois qu'il s'est dévoilé à lui, il lui dit comme ça, Lech lecha, me'al secha, molatra, bebet avira.
quitte ton pays, le pays de ton père, le pays de naissance, quitte tout ça. Et tu vas aller où? Les RS Asher Eka. Tu vas aller vers une terre que je vais te montrer. Il ne lui dit pas où il envoie. Il lui dit simplement va-t'en. Et maintenant, quand il lui dit 20 ans, regardez bien où il s'arrête à Koshborou, il lui parle de la terre d'où il part. Il ne lui parle pas de l'endroit où il arrive. C'est-à-dire qu'Hachem s'arrête dans les détails de l'endroit qu'il quitte, pas l'endroit où il va. Donc on voit à nouveau, cette même façon de raisonner dans la Torah. C'est ce qu'on voit dans Sfirat HaOmer, et c'est ce qu'on voit ici aussi. Et on voit que la Torah met le dagesh, et c'est comme ça dans la vie, quand tu veux aider quelqu'un à arriver quelque part, elle doit se rendre compte de ce qu'il est aujourd'hui, pas de là où tu veux l'envoyer. Et nous, aujourd'hui, nous vivons dans un système qui fonctionne à l'envers de ça. Et c'est pour ça qu'on se perd. Le système aujourd'hui, il est complètement à l'envers de ça. Le système aujourd'hui, il est, plus je vais arriver à te donner le dimion de l'endroit où je veux te projeter, et plus je te motive de courir là-bas. Bon, je t'ai trompé. Pourquoi je t'ai trompé? Parce que là où je te projette, tu ne sais même pas où tu es là-bas. Ce qui est important, c'est de savoir ce que je suis aujourd'hui, pour savoir si je suis apte à aller là-bas. Mais pas de me dire que c'est bien d'aller là-bas, parce que ça peut être bien d'aller là-bas, mais qui dit que c'est bien pour moi? Et tu vas dire, comment je vais savoir si c'est bien pour moi ou pas? Eh bien, ça va dépendre de ce que tu es aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que la Torah, quand elle s'intéresse d'envoyer quelqu'un quelque part, ou que la Torah pousse quelqu'un à faire quelque chose dans la vie, elle le pousse à s'arrêter sur ce qu'il est aujourd'hui, pas sur l'endroit où il veut arriver. L'endroit où il veut arriver, ça ne veut rien dire. Tu ne peux rien comprendre. Tu ne peux pas comprendre l'endroit où je t'envoie tant que tu n'es pas là-bas. Un homme dans la vie ne peut comprendre que ce qu'il est. Il ne peut pas comprendre ce qu'il n'est pas. Donc, projeter des idées dans la tête de quelqu'un, tant que le bonhomme n'est pas arrivé là-bas, ça ne sert à rien de l'expliquer, il ne comprendra pas. C'est ce qu'il fait quand je vois Abraham Avinu. Alors je ne dis même pas Abraham Avinu, tu vas aller sur Eretz Kenaan, qui est la terre promise, la terre d'Israël, où le Beth Amikdash va être reconstruit, où les bénis Israël vont se retrouver après la sortie d'Égypte. Il ne lui parle pas de tout ça. Qu'est-ce qu'il lui dit? Je vais t'envoyer vers une terre que je vais te montrer. Qu'est-ce qui doit m'intéresser maintenant? Ce qui doit t'intéresser maintenant, c'est de là où tu sors. C'est quoi d'où tu sors? Mi bet avira, mi molatra, mi ezbrule. Il lui parle dans les détails de l'endroit où il se trouve. C'est-à-dire que la Torah, on voit ici que la condition sine qua non qui nécessite que l'homme puisse réussir dans la Vamina, parce que s'il y a encore une Vamina, c'est pas une Maskana, puisse réussir son projet dans n'importe quel domaine, c'est une clé importante que je vous donne, dépend combien tu as pris conscience de ce que tu es aujourd'hui. Si tu n'as pas pris conscience de ce que tu es aujourd'hui, je peux tout te vendre. Tout et n'importe quoi. Pourquoi? Je te projette dans le dimion. Je te projette dans le dimion, comme on vend des vacances aux gens, on vend des projets aux gens, on vend des idées aux gens, on vend des investissements aux gens, on les fait rêver. D'accord? Seulement le bonhomme, dans la majorité des cas, ils sont à voir. Pourquoi ils sont à voir? Et pourquoi ils sont toujours un peu déçus, et très déçus du projet? Parce qu'en fait c'est pas ce que j'imaginais. C'est drôle, il m'a fait rêver le bonhomme, il m'a mis une pancarte de problème, mais je n'imaginais pas ça. Ben c'est normal. Tu as vu la pancarte, on a bien un beau gosse là-bas aux yeux bleus, ouais, un grand blond, etc. Toi déjà, tu n'es pas grand blond aux yeux bleus, oui. Tu es petit, noir, plein de poils, ouais, mais il est grand blond, etc. Lui, on l'a mis sur un hamac comme ça, bronzé avec les pectoraux, etc. Ouais, toi, tu as un petit relais comme ça, gros, comme, je sais pas quoi, comme un baril, ouais. Seulement, à un moment donné, tu as oublié ce que tu étais. Tu as vu la photo, tu t'es vu là-bas. Tu t'es mis dans le personnage. Tu t'es vu plutôt en grand blond aux yeux bleus, les pectoraux comme ça, sur le hamac, comme ça, avec le cigare, et tu t'es mis à te dire, c'est moi, c'est moi, ça y est, je prends le billet tout de suite, ça y est, on y va, je prends l'envol. Mais il a oublié qui il était. Alors tu lui dis, bon, ça va, c'est pas grave, Icar, il rêve, il est content, Marpadlecha, qu'il a oublié ce qu'il est. Si j'ai pu le faire rêver le bonhomme, et le projeter dans un truc qui va lui donner un peu de satisfaction dans sa vie, quel est le problème? C'est impossible. C'est pourquoi c'est impossible? Parce que quand le bonhomme il va arriver là-bas, il va voir à quoi il ressemble. Et là, à ce moment-là, il se rendra compte qu'il y avait un décalage. Il y avait un décalage entre le bonhomme et le projet. Tu vois? Et c'est tout le temps comme ça dans la vie. Bon, alors là, ne trompe pas les gens. Hachem aide les gens à arriver à quoi que ce soit dans la vie, mais avec une vraie conscience. C'est pour ça qu'Hachem appuie sur le point de départ, pas sur le point d'arrivée. Donc, quand il dit à Abraham Avinu, Lech lecha, me'arsecha, mi betavicha, ou me'eres molatra, il insiste sur le point de départ. Il n'insiste pas du tout sur l'arrivée. Il n'insiste pas du tout sur le projet. Alors que le projet tient à cœur à Hachem. La terre promise, Eretz Israël, c'est important. C'est le but de l'humanité. Bon, alors là, il ne s'arrête pas sur ça. Sur une terre que je vais te montrer.
Même pas, il lui parle, même pas il lui fait une pub. Même pas il lui dit, c'est la terre promise, c'est Israël, c'est magnifique, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait quand on veut vendre un produit. Rien. Regardez, la terre que je te montrerai. Et Abraham Avinu, il s'en va avec ses bagages, il ne sait même pas où il va. Il avance, il avance, il avance, au gré du vent. Il attend que peu à peu on lui donne des instructions. C'est par là, c'est par là, c'est par là, jusqu'à qu'il débarque là-bas. Et quand il débarque là-bas, il comprendra seulement. C'est quoi le Inyan? Le Inyan, c'est ce qu'on nous apprend dans Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, c'est pareil. Je ne te dis pas où tu vas. Où je vais recevoir la Torah. Mais je t'en parle pas. Je t'en parle même pas. Tu es arrivé là-bas, quelque part sur une montagne. Tu as avod et Hachem à la Harazé. Tu serviras Hachem sur cette montagne. On ne nous dit même pas ce qui va se passer. On ne nous dit même pas que Hachem va descendre la Torah et va nous la donner. Tu vas servir Hachem là-bas sur cette montagne. On nous dit une chose simplement. Tu comptes par rapport à un point de repère qui n'est pas le point de repère d'arrivée, mais le point de repère de départ, qui est Sfirat HaOmer. C'est-à-dire quoi? Tu démarres avec une offrande qui s'appelle le Homer. Le Homer, c'est quoi? En vérité, c'est un produit qu'on donne aux animaux, c'est le fond, on donne aux animaux. Ce produit-là, c'est ce que tu as fait le lendemain de la fête de Pessah, pour pouvoir permettre la nouvelle récolte. Tu as amené ça comme offrande au Beth Amikdash, on te dit, voilà, à partir de là, fais ton compte. Qu'est-ce qu'on veut m'apprendre là? Qu'est-ce qu'on veut m'apprendre en prenant conscience de ce que je suis aujourd'hui pour arriver là-bas? Et en quoi le Homer va m'aider en me référant à lui pour me préparer à Matan Torah? Quel rapport? Tu dis, réfléchis bien sur ce que tu as fait aujourd'hui. J'ai amené une offrande du Homer. Si tu as bien compris ce que tu as fait aujourd'hui, tu es prêt à Matan Torah. Et ton compte va t'amener quelque part. Sinon, tu vas te faire avoir, tu ne seras pas content, ça n'ira pas du tout. Abraham Avinu, c'est la même chose. On dit à Abraham Avinu, prends conscience que tu sors de la maison de ton père. Tu sors de ton pays. Tu sors de ta shrouna, plus tu prends conscience de ça, et plus là où tu vas arriver, tu vas te rendre compte que c'était bien pour toi. C'est Hatsoum. C'est-à-dire qu'en fait, la conscience qui t'amène à réussir quoi que ce soit dans la vie dépend de combien tu as compris ce que tu es aujourd'hui. Mais sans comprendre ce que tu es aujourd'hui, juste en te projetant dans le projet, c'est sûr que ça fiance. Et c'est ce que Hachem fait dans Matan Torah. Il leur dit d'abord Sfirat HaOmer. Que représente Sfirat HaOmer? Ma'achal Behema. Ce qu'on donne à manger à un animal. Ma'achal Behema. Sfirat HaOmer, c'est ce qu'on donne à manger aux animaux. Et ça, c'est ce qu'on devait amener au Beit HaMikdash comme offrande pour permettre la nouvelle récolte. Très bien. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On veut dire comme ça. Aujourd'hui, alors au temps T1 où je te parle, tu es encore un animal. Tu es un animal. Tu es un animal à qui je veux donner une Torah. Qu'est-ce que ça veut dire que tu es un animal? C'est quoi être un animal? C'est pas péjoratif. Un animal, ça veut dire que tu es un bonhomme qui raisonne comme un animal. C'est quoi raisonner comme un animal? Raisonner comme un animal, dans la définition de la Torah, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Hein. Raisonner comme un animal, c'est-à-dire, je m'intéresse qu'aux choses qui me font kiffer dans la vie. C'est ça, raisonner comme un animal. Ça me fait kiffer, ça me plaît. Ça me fait pas kiffer, ça me plaît pas. Ça, c'est raisonner comme un animal. Parce qu'un animal, c'est comme ça qu'il raisonne. Ça le fait kiffer, il y va. Ça ne le fait pas kiffer, il n'y va pas. Okay? Un être humain est censé normalement raisonner différemment de ça. Ça ne doit pas être ce qui fait kiffer, qui me fait bouger dans la vie. Ça doit être ce qui est raisonnable et ce qui doit être un but pour moi dans la vie, qui me fait bouger. C'est-à-dire, je dois m'intéresser au but de la vie. Une fois que j'ai compris que c'est ça le but de la vie, kiffer ou pas kiffer, je vais le faire. Et le soit. Pourquoi? Parce que c'est un but dans la vie. Donc, Bolon-Lam veut nous faire passer du stade animal au stade être humain. C'est-à-dire qu'à Matan Torah, je suis censé déjà passer à ce qu'on appelle Minchat Chita. Minchat Chita, c'est l'offrande du blé. Je passe de l'offrande du foin là-bas, de ce qu'on donne aux animaux, au blé, qu'on donne à l'être humain. Donc je suis sorti de l'état animal à l'état être humain. Sortir de l'état animal, c'est dire commencer à comprendre que je dois évoluer, je dois devenir un homme qui a compris qu'il y a des buts dans la vie que je dois les réaliser. Il a fait moi. Quels sont les deux éléments qui déconnectent un homme de l'état animal et qui l'amènent à l'état de l'être humain? Il y a deux choses pour ça. Ce qu'on appelle la chokhma et le da'at. La chokhma et le da'at, ce sont les deux choses qui vont amener l'être humain à passer de l'état animal à l'état être humain. La chokhma, c'est quoi la chokhma? La chokhma, c'est ce qu'on appelle la définition des choses. Savoir donner des définitions aux choses. Comment on définit cette chose-là? Comment on définit cette chose-là? Un animal n'a pas de définition. Un animal, il fonctionne avec les couleurs. Tiens, c'est rouge, c'est plaisant, ça attire, je mange. Maintenant, il n'est pas en train de définition, c'est de la viande, c'est pas de la viande. C'est rouge, ça attire, je mange. Okay? Ça, c'est l'animal. L'animal, il va d'après les couleurs, d'après ce qu'il attire. Comme on voit avec Esav, Mina Adom Azé. Donne-moi de ce rouge là-bas. Quand tu ne sais pas appeler les choses par leur nom, tu ne peux pas dire donne-moi des lentilles à manger.
Pourquoi tu dis mina adom adom azé? Et pourquoi la Torah, elle était madriche ça? Pour nous montrer le côté animal qu'il y avait chez Esav. Esav n'était pas intéressé par l'appellation du plat. Ce qui l'intéressait, c'était la couleur. Maintenant, ça se trouve, Esav là-bas, dans l'histoire, réellement, il n'a pas dit donne-moi du adom, peut-être qu'il a dit donne-moi des lentilles. Pourquoi la Torah elle a dit adom? Parce qu'en fait, la Torah te dévoile ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse quand il voit les lentilles, ce n'est pas les lentilles. Ce qui l'intéresse, c'est l'apparence qu'ils ont. C'est-à-dire la saveur qu'ils ont et l'attirance qu'ils me font et pourquoi ils m'intéressent. C'est-à-dire quoi? Minadom adomazé. C'est le rouge qui m'intéresse. Il y a une belle couleur rouge, c'est appétissant, c'est ça qui m'intéresse. Les lentilles ne m'intéressent pas. Tu dis manafka mina de s'intéresser aux lentilles. C'est une grande nafka mina, tu rigoles quoi. Ça change toute l'histoire. Si tu t'étais intéressé aux lentilles, tu aurais demandé à Yaakov pourquoi tu fais des lentilles? Et là-bas, Rachid dit pourquoi il a fait des lentilles? Parce qu'il était en train de porter le deuil d'Abraham Avinu qui niftar ce jour-là. Et là, Esav se serait rendu compte que ces lentilles, c'est pas un plat pour kiffer. C'est un plat pour se rappeler effectivement le deuil. Lentilles les ronds, pour se rappeler que la vie, c'est un cercle. Et tout le monde arrive à un moment donné au même stade. On tourne dans la vie. Donc c'est pour ça qu'on mange des lentilles le jour d'un deuil ou bien des œufs. Donc il a mangé des lentilles. Et ça, il ne voit pas ça. Il ne voit pas les lentilles. Il ne s'intéresse même pas de savoir maintenant qu'on mange des lentilles parce qu'il y a le deuil d'Abraham. C'est-à-dire qu'il est passé complètement à côté. Il n'est pas dans le deuil d'Abraham. Yaakov, lui, il est en train de porter le deuil. Il est assis par terre en train de manger des lentilles. Lui, il arrive, Ayef et Yagia, fatigué. Il dit à Yaakov, donne-moi à manger, je vais mourir. Et qu'est-ce qu'il lui demande? Mina adom adomazé. Tiens, c'est appétissant, donne-moi à manger. C'est-à-dire qu'il y a la différence entre un bonhomme qui vit sa vie comme un animal. Il vit sa vie, qu'est-ce qui me fait kiffer dans la vie? Et qu'est-ce qui m'attire dans ces choses-là? Et il y a le bonhomme qui ne cherche pas ce qui fait kiffer dans la vie. Ce qui fait kiffer, c'est un plus. Ça va, c'est là, on n'a pas dit que non. Mais quel est le but de ces choses-là? Qu'est-ce que ça vient m'apprendre? C'est ça la chokhma. La chokhma, c'est quelle est la définition des choses? Quand je me lève le matin, pourquoi je dois dire moderne il est fanera? Et qu'est-ce que ça veut dire que je dis moderne il est fanera? C'est que je suis conscient que je suis parti dormir, mon neshama est monté là-haut, j'étais comme un mort dans le lit. Bon, là, il a eu la fidélité de me rendre mon neshama. Il aurait pu ne pas me la rendre. Il me l'a rendu. Donc je dis moderne il est fanera, que tu m'as rendu mon neshama. Je prends conscience de ça. Et tu as le bonhomme qui va se lever le matin, il ne dit pas Modani. Pourquoi? C'est horrible, lui, il est dans le monde animal, lui. Dans le monde animal, c'est quoi? Ah, j'ai bien dormi. Il baille au corps. Il ouvre la bouche, fait un hippopotame, oui. Bécoche, il arrive à se lever de sa couette, oui. Et il ne faudrait pas que je le serve le café dans le lit. Il ne fait même pas des tchèques, il va aux toilettes, il fait des trucs, il mange, il mange, une fois, ils ont fait une étude en Amérique. À l'époque, je ne sais pas si ça existe aujourd'hui. En Amérique, à l'époque, dans les cafés, je ne sais pas si ça existe ça encore. Ils mettent des petits essais comme ça avec des cacahuètes. Je ne sais pas si ça existe encore ça. Des petits essais comme ça avec des cacahuètes. Et les gens, ils viennent, ils prennent ils boivent quelque chose, ils mangent des petites cacahuètes. Une fois, ils ont fait une étude en Amérique d'analyser les cacahuètes, voir si c'était propre ou pas, parce que les gens mettent leurs mains là-bas. Ils ont dévoilé dans l'assiette de cacahuètes 70 sortes d'urine. C'est les bons, ils vont aux toilettes, Rabotai. Il est même plein d'urine, ils mangent des cacahuètes. Les autres, ils viennent manger derrière. Ouais. Là, toi, qu'est-ce que tu dis? Tu sors des toilettes, va te laver les mains. Pourquoi? Parce que tu as les mains sales. Tu as les mains sales, il y a tout main, etc. Il faut qu'on les soit propres. C'est-à-dire qu'il y a l'homme qui vit avec la Torah, où l'homme a compris effectivement que quoi? Qu'on veut me rendre un homme. Si on veut me rendre un homme, je dois composer comme la Torah me demande. Je ne prends pas la Torah comme un joug sur moi. Je prends la Torah comme une élévation de moi-même. Grâce à elle, je deviens Ben Adam. Sinon, ce monde me condamne à rester un animal. Rester un animal, bien sûr, attention, bien habillé, avec un costume, une cravate, tout ce que tu veux. Mais je reste un animal. Pourquoi tu dis je reste un animal? Minadom, adomazé. Tu es dans les couleurs, tu es dans les formes, tu es dans les plaisirs, tu es dans les ch'touillottes. Tu n'es pas là-bas, tu n'es même pas capable de te contrôler. Tu n'es même pas capable de t'arrêter. Tu es assis à table en famille, qu'est-ce que tu es en train de faire parler la shonara sur la belle-fille, ou sur la belle-mère, ou sur le tonton, ou sur la tata? Nous, tu ne te contrôles pas. La Torah m'interdit de parler à la shonara. Pourquoi? Parce que la Torah, veut que tu sois un Ben Adam. Un Ben Adam doit se contrôler. Un Ben Adam doit être capable, effectivement, de ne pas laisser sa bouche partir dans tous les sens. Ça, c'est ce qu'on fait dans le travail du Sfirat HaOmer. Donc, quand je compte le Homer, et je mets loin des Séorim, c'est-à-dire de Milchat HaOmer, qui est le Séor, en fait, je mets loin de l'état animal dont je suis. Et je m'approche de la Torah qui va me rendre un Ben Adam, qui va me rendre un homme. Okay? Voilà le travail du Sfirat HaOmer. Donc, on parle de Sfirat HaOmer pour me préparer ma Torah par rapport au point d'où je pars, c'est-à-dire le Homer. C'est-à-dire qu'on veut t'éloigner de l'état animal. C'est-à-dire constamment, qu'est-ce qui doit me motiver à prendre sur moi le joug de la Torah? C'est pas le fait que je vais trouver que la Torah elle est plaisante, elle est kiffante, etc. Parce que ça, aujourd'hui, ça te fait kiffer, demain, ça peut ne pas te faire kiffer, et la Torah, tu peux la mettre de côté. C'est pas ça qui doit te motiver. Ce qui doit me motiver
de prendre sur moi le joug de la Torah, c'est Sfirat HaOmer. C'est combien, grâce à cette Torah, je deviens un Ben Adam. Combien, grâce à cette Torah, je deviens un homme, comment dire, du rang. Un homme comme la Torah veut que je sois. Voilà ce que je gagne. Et voilà pourquoi je prends sur moi d'étudier la Torah, d'accomplir les mitzvot et de faire tout ce qui est écrit. Pas parce que ça me fait kiffer ou parce que j'ai trouvé un goût là-dedans. Non, parce que ça m'amène effectivement à construire ma personnalité. Voilà ce que je fais dans Sfirat HaOmer. Donc Sfirat HaOmer, c'est-à-dire je m'éloigne du Homer, qui est l'état animal, et étape par étape, dans le compte que je suis en train de faire, je m'approche maintenant de l'état Adam. De l'état Adam qui va m'amener. Grâce à quoi? Grâce à la Chorma et grâce au Da'at. La Chorma, on a dit quoi? C'est savoir apprendre à donner les définitions aux choses. Définition aux choses, c'est-à-dire quoi? La Torah, puis toi, m'apprend des choses que moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. Quand j'étais à Homer, au Sfirat HaOmer, je pouvais manger de la viande et manger du lait derrière. Mélanger le lait et la viande. J'arrive à la Torah me dit on ne mélange pas le lait et la viande. Le lait et la viande ne se mélangent pas. Ça veut dire quoi? Que putain, la Torah me donne des définitions. Elle vient me dire, ça c'est de la viande, ça c'est du lait. Tu ne peux pas mélanger. Tu ne peux pas manger les deux ensemble. Elle vient me donner, la Torah, des règles. Des règles qu'il faut être un Ben Adam pour les respecter. C'est-à-dire que respecter ces règles, ce n'est pas des règles qu'on fait respecter comme ça, pour dire tu as respecté des règles. C'est pas chouette, on veut sortir de ton état animal. Sortir de ton état animal, c'est accepter les règles de la Torah. Et les règles de la Torah, c'est ce que la Torah va me donner quand je vais arriver au mont Sinaï pour recevoir la Torah. Ça, c'est pour pouvoir sortir de l'attraction qu'il y a dans ce Olam, qui est une attraction qui t'amène à rester collé au sol. Tu ne peux pas sortir de cette attraction qui te colle au sol si tu ne reçois pas la Torah après 49 jours au mont Sinaï. Et pour ça, il faut ces 49 jours. Donc, comme on a expliqué hier, ces 49 jours va être le décompte que je vais faire dans les détails pour me décoller de cet état animal et m'amener dans cet état d'être humain qui va me permettre de recevoir la Torah. Comme le machal qui donnait le Maguid Midouvna, je l'amène toujours ce machal. Machal de deux enfants qui étaient en train de jouer. Deux enfants, ils jouaient comme ça dans la récréation, en train de s'amuser. Alors ils ont dit, ils inventent des jeux comme ça, les enfants. Alors, il dit à son copain, viens, on va jouer au cavalier et au cheval. On va jouer au cavalier et au cheval. Alors c'est toi tu es le cheval, moi je suis le cavalier. Donc il lui monte sur le dos, comme ça, ils sont en train de courir dans la cour comme ça, oui, le cavalier et le cheval. Alors pour jouer au cavalier et au cheval, il faut vraiment que tu sois un cheval et moi un cavalier. Au moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, soi-disant, il va mimer, comme le cavalier qui veut rentrer au magasin boire quelque chose, et le cheval, il l'attache. Donc il a pris son copain, oui, il l'a attaché sur le poteau comme ça, pas attaché quoi, il a mimé comme si qu'il attache. Il a fait comme si, soi-disant, il n'y a pas de corde et rien, comme si qu'il attachait, et l'autre il reste comme ça, il attend, comme le cheval qui l'attend. Et l'autre il va truc. Bon, ce qui s'est passé, la sonnerie l'a sonné, la question est terminée, donc les bonhommes ils retournent en classe. Donc le cavalier, bien sûr, ça y est, on retourne en classe maintenant. Maintenant l'autre, il attend. Pourquoi il attend? Parce qu'il est attaché, il ne peut pas se détacher. Et comme ça, la nuit elle tombe. La nuit elle tombe, et le bonhomme il reste là-bas. Et au bout d'un moment, il se met à pleurer parce qu'il voit qu'il ne peut pas bouger de là-bas. Il pleure. Jusqu'à que le gardien de l'école, une fois qu'il a fermé toute l'école et tout, il entend des pleurs. Il va vers la cour, qui était obscure, la lumière était éteinte et tout. Il voit un enfant en train de pleurer. Mais il voit qu'a priori, il peut bouger. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je ne peux pas bouger. Il dit, pourquoi tu ne peux pas bouger? Il dit, je suis attaché. Il dit, mais pourquoi tu es attaché? Il dit, parce que je suis un cheval. Alors il le regarde, il dit, mais tu n'es pas un cheval. Il dit, tu es un cheval, tu es un enfant. Tu es un enfant normal comme tout le monde, et tu n'es pas attaché, tu courir. Il dit, non, je suis un cheval. Mais il dit, qui t'a dit que tu es un cheval? Eh ben, c'est le cavalier qui m'a dit que je suis un cheval. Qui c'est le cavalier? Eh ben, c'est l'autre, là, c'est le Ça, c'est le machal. Le Maguid Midouvna, il dit, le nimshal, c'est la même chose. Très souvent dans la vie, on t'a mis des rôles dans la tête. On t'a mis dans la tête, des fois, des personnages, des trucs. On t'a mis dans la tête que tu es ça, ou tu es ça, ou tu es ça, ou dans la vie, ou n'importe quoi. C'est-à-dire que tu n'as pas de définition qui te permette réellement de cerner qui tu es. Comme tu n'as pas de définition qui te permette réellement de cerner qui tu es, on va te faire des définitions, on va te cataloguer dans la vie, et on va te mettre des noms. Ces choses-là peuvent te condamner une vie entière à être ce qu'on a décidé que tu vas être. Et quand dans la vie on t'a dit par exemple que tu étais tel ou tel bonhomme, ou telle et telle personne, eh bien le bonhomme il reste comme ça toute sa vie. Des problèmes très graves qu'il peut y avoir comme ça dans la vie par rapport à des choses qu'on a mis sur le bonhomme. La Torah, non, c'est pas comme ça que ça marche la Torah. La Torah, elle vient te donner des définitions, et elle va t'expliquer comment, à partir de la Torah, tu vas être Enachinami à l'image de cette Torah. Et tu pourras devenir Enachinami, même si maintenant tout le monde a dit sur toi, par exemple, que tu n'étais pas un chacham, ou par exemple, que tu étais un feignant, ou par exemple, que tu étais comme ça, ou comme ça. La Torah peut me permettre, Enachinami, de sortir de ce matzav animal et de devenir ce Ben Adam à l'image de la Torah, et de devenir un gadol, même si on m'a dit que j'étais rien.
comme il raconte Rav Shah. Rav Shah, il raconte sur lui que tout le monde n'arrêtait pas de répéter qu'il était un Benouni. C'était un moyen minus, pas moyen plus, moyen minus. Moyen minus, c'est genre la moyenne, mais en dessous de la moyenne. Donc c'est-à-dire qu'en d'autres mots, il ne sortira rien de tout. Rav Shah, comme ça on lui avait dit. Quand Rav Shah, à l'époque, la guerre elle avait éclaté dans les Shiva, comment dire, en Pologne, etc., en Allemagne. Donc le Rosh Shiva s'est levé, à l'époque c'était le sabbat de Kelem. Il avait dit à Rav Shah, il a dit prends tes affaires et rentre à la maison. Ça y est, tout le monde rentre à la maison. Bon, il est parti à la maison. Et lui, comme il n'avait pas d'argent, il était pauvre, et il n'avait que sa maman, il n'avait pas son papa, il est parti à pied. À pied, ça lui a pris 2 semaines. 2 semaines de marche pour arriver chez lui à la maison. Il avait des chaussures toutes déchirées. Il arrive à la maison, sa mère le reçoit, elle dit qu'est-ce que tu fais, Eliezer? Il dit le Rosh Shiva, il a dit que la guerre allait éclater, il faut que je rentre. Et bien justement, si la guerre éclatait, l'endroit le plus en sécurité, c'est la Shiva. Elle lui a dit retourne à l'Yeshiva, mon fils. Et sa mère l'a fait retourner à l'Yeshiva comme ça. Elle a juste, comment dire, elle lui a donné de quoi manger, de prendre des courrottes. Sur place, le jour même, il est reparti à l'Yeshiva. 2 semaines dans l'autre sens. Il arrive à l'Yeshiva, quand il arrive là-bas à l'Yeshiva, le Rosh Shiva, il le voit revenir. Il dit qu'est-ce que tu fais là? Il dit ma mère m'a dit que c'est ici l'endroit où je suis pas en sécurité. Il a vu ça, il a regardé ses pieds, il a dit mais c'est quoi ça? Il dit c'est mes souliers, j'ai pas de souliers. Il a dit moi je peux ouvert. Il a dit je t'en prie, viens on fait un deal. Il dit c'est quoi le deal? Je prends tes chaussures et je t'achète des chaussures. Je ne comprends pas le deal, Vaudra. Il dit toi tu comprends pas mais moi je comprends. Il a pris ses chaussures, il a acheté des nouvelles chaussures. Ses chaussures à lui, il les a gardées dans le coffre-fort de la Yeshiva. Ces chaussures là en Bretagne, jusqu'à aujourd'hui, elles sont les coudes là-bas, Yeshiva les coudes, qui ont été héritées par Aaron Kotler. Et que Aaron Kotler, quand il voit un bachour à la Yeshiva, qui commence un peu à tourner au vinaigre, qui commence à dire ouais c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, je suis pas assez kharif, je suis pas assez kishroni. Il l'amène dans son bureau, il lui sort les chaussures, il les met sur la table. Il dit tu as vu ça? Alors il voit des chaussures éclatées, c'est les chaussures ça c'est des chaussures d'époque, tout éclaté comme ça. Il dit c'est quoi ça Gvadra? Il dit c'est les chaussures de Rav Shah. Il dit ces chaussures là, Rav Shah il les a portées, il est parti 2 semaines comme ça, il est revenu 2 semaines, alors qu'on disait sur lui que c'est un bachour Benouni Binous, c'est-à-dire moins que la moyenne. Un bachour, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'il va sortir un gadolador de lui. Simplement parce que sa maman lui a dit à la yeshiva, on est plus en sécurité. Depuis qu'il a entendu ça de la part de sa mère, il a compris que la yeshiva est l'endroit où un homme peut se construire. Il a pu quitter la yeshiva. Il est sorti Rav Shah, le gadolador. Regardez comment un homme, Rabotai, comme la Torah le projette, comment il peut arriver à Rabotai à sortir de tout l'état animal dans lequel la société peut le mettre. La petitesse dans laquelle on peut te rabaisser, le spécimen qu'on peut faire de toi, qui est en fait le Séorim, le Homer, et que à travers la Torah, on peut développer chez toi des compétences inimaginables que l'homme ne sait même pas qu'il a en lui, qui ne sait même pas qu'il a au fond de lui, des capacités inimaginables qui sont en toi, mais que grâce à la Torah, tu peux développer. Voilà ce que la Sphira Torah vient nous apprendre. Donc on a 7 jours à compter. 7 jours à compter nous permettent, Enachinami, de nous construire pour nous préparer à Matan Torah. Mais nous préparer à Matan Torah pour arriver à atteindre un but, c'est d'avoir conscience de l'endroit où je sors, l'endroit où je viens. Et que quand je prends conscience effectivement de l'endroit où je viens, à aucun moment je suis massirdat, à aucun moment je détourne mon esprit et ma pensée de croire que j'ai mal fait de laisser ce que j'ai laissé là-bas. Parce que là, je suis très bien ce que j'ai laissé là-bas. J'ai laissé là-bas toute ma petitesse, tout mon état animal. Et là, je suis devenu pour devenir un grand homme. Là, je ne pourrai jamais regretter. Un homme, ce qui peut l'amener à regretter, lorsqu'il va réaliser un but, réaliser quelque chose, c'est parce qu'il n'a pas assez pris conscience du point de départ d'où il partait. Abraham Avinu, quand il arrivait à Eretz Canaan, c'est que je ne lui avais pas à expliquer qu'il quittait la maison de son père, qu'il quittait le pays d'où il venait. Quand il est arrivé à Eretz Canaan, il a vu la famille là-bas. Qu'est-ce qu'il aurait fait Abraham Avinu Rabotai? Il aurait pété un câble. Il aurait dit quoi? C'est ça la terre promise, c'est ça la baraka qui me dit Hachem, la natra, les tovatra, j'arrive à Canaan, il y a la famine, il n'y a rien à manger ici. Voilà la baraka qu'Hachem m'a promis. Qu'est-ce qu'il a donné la force à Abraham Avinu de tenir? Ce n'est pas la promesse qu'il a dit là-bas, c'est l'endroit d'où il sortait. Abraham Avinu n'allait pas là-bas avec la force et la conviction et l'emballement qu'il avait de l'endroit où il envoie. Il est parti là-bas avec la force et la conviction de l'endroit d'où il sort. Donc c'est ça sa conscience. Donc même s'il arrive là-bas, et que là-bas ça ne se passe pas comme il a cru, ça se passe aussi bien qu'il a prévu, ça ne le dérange pas. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est en train de s'éloigner d'un point qui est un point négatif pour moi. Donc je sais que ça peut être que bien pour moi. Même si maintenant je ne vois pas encore le bien qu'il y a. Même si je ne vois pas encore la slacha qu'il y a dans la chose que je suis en train de faire. Mais en tout cas, une chose est claire. C'est que de là où je viens, je ne peux pas retourner. C'est sûr que je me dirige dans le bon sens. Même si je ne vois pas encore la slacha. Un homme qui ne réfléchit pas
sur le point de départ et qui ne réfléchit que sur le point d'arrivée, et que le point d'arrivée, il s'est emballé en croyant que là-bas il va découvrir l'Amérique, c'est là qu'un homme échoue. C'est là qu'un homme échoue. Un bachour, il arrive à l'Eshiva. S'il ne se dit pas, en quittant l'endroit d'où il a quitté, et en venant à l'Eshiva, que c'est de l'endroit que je quitte, je suis en train de m'éloigner, mais pas l'endroit où je veux arriver, et qu'il regarde, au lieu de regarder l'endroit d'où il a quitté, il regarde l'endroit où il arrive, et qu'il est déçu par rapport à l'endroit où il est arrivé, cet homme-là va échouer. Il ne pourra pas réussir. C'est ce qui fait les échecs dans la vie en bouteille. Les échecs dans la vie viennent parce que tu as monté des rêves, tu t'es monté des châteaux d'Espagne, et puis ils sont écroulés. C'est ça le problème. Le danger, il est là en bouteille. Alors que quand un homme il a conscience parfaitement de ce qu'il est en train de quitter, même s'il ne voit pas tout de suite la slacha, même s'il ne voit pas tout de suite la réussite, c'est sûr qu'il est clair au moins par rapport à ce qu'il est en train de quitter. Abraham a vu, il était clair. C'est vrai que je vois la famine. C'est vrai que je ne vois pas la slacha. C'est vrai que l'autre, il veut me piquer Sarah. Paro, il a pris sa femme. Il a vu que le contraire de ce que Hachem lui a dit. Hachem lui a dit, tu auras la bracha, tu auras la parnassa, la famine. Tu auras une descendance, on lui a piqué sa femme. C'est le contraire de ce qu'Hachem lui a dit. Mais qu'est-ce qui lui fait tenir à Botaï? Lech lecha, me'alsecha, molatcha, mibet avicha. Ici aussi, Sfirat Aomer, je m'éloigne de là-bas. C'est-à-dire, moi, ça ne m'intéresse pas ce qui se passe là-bas. Je ne sais pas ce qui va se passer là-bas. Ça se trouve, ça va être dur pour moi. Recevoir la Torah, c'est quelque chose de très dur. Mais quand je sais d'où je vais, d'où je sors, ça ne me dérange pas que ce soit dur. Pourquoi? Parce qu'une chose compte pour moi, c'est m'éloigner. M'éloigner de cette nullité d'où je sors. Et quand je sais que je me dirige vers quelque chose qui est grand, c'est Kashemod, Mi'ale Ber Hashem, Mi'akum Bimkom Kocho. David Ameler lui-même, il dit, qui va monter sur la montagne? Qui va tenir là-haut? C'est une grande question. Mais la force que j'ai d'y arriver, c'est pas la force de comprendre ce que ça veut dire. Non, c'est de savoir d'où je viens. Et ça me donne la force d'y arriver. Chez Marino Zakin.